J'ai quitté la fête de Rachel vers 1 heure du matin, 3 margaritas dans le corps et les vitres entr'ouvertes pour que l'air froid me dessoule. Les petites routes étaient désertes, c'est exactement pour ça que je les avais prises. Ça voulait dire ni flic ni conducteur qui klaxonne pour doubler. Tout allait bien jusqu'à ce que je tombe sur 2 gamins debout sous un lampadaire qui clignotait. Le garçon devait avoir dans les 11 ans et la fille peut-être 10. Ils ne faisaient pas signe, ne pleuraient pas. Rien de ce que des gamins devraient faire sur une route sombre à 1 heure du matin. Ils restaient juste là, plantés, comme s'ils attendaient. J'aurais dû continuer ma route, mais leur immobilité m'a poussé à m'arrêter. La vitre côté passager était déjà baissée, ce qui a facilité l'approche de la fille. « Tu peux nous ramener chez nous? Où sont vos parents? On est perdus. On peut monter? » J'ai regardé autour de moi pour constater que seuls de grands arbres menaçants étaient visibles. « Vous habitez où? Je peux appeler les flics. On te dira où tourner. Ramène-nous à la maison. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, ils ont ouvert la portière arrière, sont montés et se sont attachés sans qu'on le leur demande. Je les observais dans le rétroviseur, essayant de comprendre ce qui clochait. Ça devait être leurs vêtements, vu à quel point ils semblaient démodés. Le garçon portait un pantalon kaki et un polo qui sortait tout droit d'un catalogue des années 90. La fille avait une salopette en jean avec des fleurs sur les poches. Tout paraissait propre et repassé, mais vieux d'une certaine manière. « Alors, où est-ce que je vais ?» j'ai demandé en passant la vitesse. « Continue tout droit. Je te dirai où tourner. » J'ai haussé les épaules et appuyé sur l'accélérateur. 5 minutes passèrent, et le garçon se pencha entre les sièges, fixant le tableau de bord. « Tu roules à combien ?»« 70. Tu es fatigué ?»« Un peu. T'as bu combien ?» Je l'ai regardé dans le miroir. « Pardon ?» La fille lui attrapa le bras. « Tu n'es pas censé le faire maintenant. »« Pas censé quoi ?» Aucun des deux ne répondit. Le garçon se rassit, mais ses yeux restèrent fixés sur moi dans le miroir. Son regard était vide et curieux, comme s'il m'étudiait. J'ai essayé de chasser les frissons qui me parcourèrent l'échine, de leur demander leur nom, comment ils s'étaient perdus et ce que faisaient leurs parents. Ils ne m'ont presque rien dit, à part des instructions. Tournez à gauche au prochain feu. Je l'ai fait, et j'ai réalisé qu'on s'éloignait du quartier que je connaissais. Plus les maisons s'espaçaient, plus je voyais d'arbres et moins de lampadaires. À un feu rouge, j'ai regardé dans le rétroviseur. Les enfants étaient assis là, mais quelque chose clochait. Leurs visages semblaient plus sombres, comme si la lumière les évitait. J'ai cligné fort des yeux. Quand j'ai regardé à nouveau, tout semblait normal. « Tu te souviens de cette route ?»« Je devrais. » La fille lui a donné un coup de coude. « Arrête. » Elle ne s'en souvient pas encore. Mes mains se sont crispées sur le volant. « Me souvenir de quoi? Tournez à droite ici. » Elle a ignoré ma question. On a tourné sur une route que je ne reconnaissais pas. Elle était étroite, sans peinture sur l'asphalte, avec seulement des arbres serrés des deux côtés. Les phares perçaient à peine l'obscurité. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Où on va? Ma voix est sortie plus aiguë que prévu. On y est presque. Ils ont commencé à chuchoter entre eux. Je ne saisissais pas les mots, mais le ton était urgent. Ils se disputaient à propos de quelque chose. « Tu crois que les accidents peuvent se répéter ?» La fille a soudain demandé. « Pourquoi faire? Ralentis. C'est juste là. » J'ai plissé les yeux, et un portail avec de vieilles barres rouillées est apparu à gauche. Il faisait noir comme dans un four au-delà, avec des rangées de pierres tombales. C'est un cimetière. J'ai haleté en ralentissant. « Arrête la voiture !» Mon pied planait au-dessus du frein. Tout en moi criait de continuer, mais impossible. Comme si autre chose contrôlait ma jambe. Quand la voiture s'est arrêtée, les enfants se sont tus. La fille a pointé à travers la clôture une tombe visible au clair de lune. Elle était près de la route. La pierre tombale était petite et simple. Aucun nom visible d'ici, mais une date gravée dans la pierre. C'était ce soir, il y a 10 ans. C'est là que tout s'est passé. Ma tête a explosé, des images ont défilé.
Je me souviens des phares, ma voiture qui dérape, les freins qui crissent et 2 petites silhouettes sur la route. Mon Dieu, non. Tu étais jeune et ivre cette nuit-là. Tu ne nous as pas vus à temps. Non, ma voix s'est brisée. Je pouvais à peine respirer. On rentrait à pied. Tu es arrivé trop vite dans le virage. Les souvenirs m'ont frappé d'un coup. Je sentais l'impact. J'entendais le bruit. Je me souviens être sorti, les avoir vus sur l'asphalte et avoir choisi de fuir. Les infos n'ont jamais identifié les 2 enfants. L'affaire était classée dès le départ. J'ai regardé dans le rétro. Les enfants me fixaient. J'étais juste un gamin. J'étais si jeune. J'étais adolescent. J'étais un garçon. 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 J'ai regardé dans le rétro. Les enfants me fixaient de leurs yeux vides. Je tremblais. On voulait juste rentrer. J'ai écrasé l'accélérateur. La voiture a bondi. Je ne me suis pas retourné. Je ne pouvais pas regarder en arrière. J'ai juste roulé, tournant au hasard jusqu'à perdre le cimetière de vue. J'ai fini par m'arrêter sur le bas-côté, des kilomètres plus loin, tremblant encore comme une feuille. Je suis resté là, essayant de respirer, de me convaincre que j'avais tout imaginé. C'est là que mes yeux sont tombés sur la vitre arrière, et j'ai hurlé. De petites empreintes boueuses étaient étalées à l'intérieur du verre, comme si quelqu'un avait pressé ses paumes pour passer au travers et sortir, ou peut-être pour rentrer chez lui. J'ai foncé au commissariat et je leur ai tout raconté. Ils ont ressorti le dossier, c'était toujours un délit de fuite non résolu. Emma et Jacob Martinez étaient jumeaux, ils rentraient à pied de chez un ami. J'attends le procès maintenant, mais ce qui m'empêche de dormir, ce n'est pas la prison. C'est de savoir que ces gamins sont toujours là-bas, debout sous ce lampadaire, attendant que quelqu'un les ramène chez eux et se demandant qui va s'arrêter ensuite. Je l'ai vue vers 23h sur la route 9, le pouce levé. Elle avait peut-être 25 ans, jean et sweat gris. Sa chaussure gauche manquait, elle était pâle et secouée dans mes phares. Ma mère m'a appris à aider les gens, alors je me suis arrêté sans hésiter. Elle s'est approchée en courant avec un sourire reconnaissant, me remerciant sans arrêt en expliquant que son copain l'avait virée après une dispute. « Ça fait plus d'1 heure que je suis là », a-t-elle dit en montant. Ma sœur habite à Melbrook. Elle me laisserait dormir chez elle. Je m'appelle Lucie, au fait. Paul. J'ai repris l'autoroute et elle s'est installée en baissant sa capuche. Elle était mignonne, avec de magnifiques cheveux bruns. J'arrivais pas à croire qu'un connard lui ait fait ça. En 10 minutes, je me sentais assez à l'aise pour parler de mon boulot, de ma famille et faire quelques blagues. Elle riait à chaque fois, commentait les chansons à la radio, disait que j'étais quelqu'un de bien d'avoir arrêté. « Alors, t'as une copine ?» Lucie a chanté. « Non, quoi? Tu plaisantes? Toutes les filles autour de toi sont idiotes ?» J'ai rougi légèrement. Alors que Lucie posait sa main sur ma cuisse, j'ai baissé les yeux pour voir où glissaient ses paumes quand j'ai remarqué la chaussure qu'elle portait encore. Son pied droit était appuyé contre le tableau de bord et la semelle était couverte de taches sombres qui semblaient plus épaisses et collantes que de la terre. C'était presque noir sous la faible lumière du tableau de bord. Elle a suivi mon regard et a ri. « C'est juste un animal écrasé. J'ai marché sur un opossum mort. Dégueu, non? » Elle m'a demandé si j'avais des serviettes. Je lui ai dit de vérifier la boîte à gants. Elle a fouillé pendant que je continuais à conduire. Mais quelque chose clochait. Les taches ne ressemblaient pas à un animal écrasé. Elles avaient l'air fraîches. Alors qu'elles commençaient à s'essuyer, une odeur métallique désagréable m'a frappé. Ça a rempli la voiture si vite que j'ai failli vomir. J'ai commencé à dire que je devrais peut-être m'arrêter pour qu'elle puisse nettoyer sa chaussure dehors. Avant que je puisse finir ma phrase, une douleur a explosé dans ma cuisse gauche. J'ai baissé les yeux et j'ai vu le cutter dans sa main. La lame était enfoncée dans ma jambe et elle la pressait plus profondément. « Ne crie pas. Continue de conduire, Paul. » Sa voix était d'un calme écœurant, comme si on parlait de la pluie alors que je suffoquais. Le sang trempait déjà mon jean. Mon pied a spasmodé sur l'accélérateur et la voiture a bondi.
Elle a tourné la lame et j'ai crié. J'ai dit « continue de conduire ». Elle a retiré la lame et j'ai haleté, des étoiles explosant devant mes yeux. Tu vois, tu peux être intelligent quand tu veux. Mes mains tremblaient tellement sur le volant que j'arrivais à peine à le tenir droit. Le sang coulait le long de ma jambe, s'accumulant dans ma chaussure. J'ai essayé de réfléchir malgré la douleur, de trouver quoi faire. On était sur un tronçon sombre d'autoroute sans aucune autre voiture en vue. Elle m'a dit de prendre la prochaine sortie en se penchant pour m'expliquer. Des hommes comme toi s'arrêtent en voyant une femme toute seule. Et maintenant, tu vas t'arrêter sans réfléchir encore? Tu penses pouvoir profiter de sa situation? Je hochais la tête sans arrêt, l'air docile, l'esprit en ébullition. Devant, des cônes oranges rétrécissèrent les voies. Des phares arrivaient en face. D'accord, je ferai tout ce que tu veux, mais ne me fais plus de mal. J'ai sangloté. Lucie s'est détendue, se calant dans son siège. J'ai continué vers la zone de travaux. Les cônes se rapprochaient. J'ai attendu que les voitures soient à 15 mètres et j'ai freiné sec. La voiture a crissé, les pneus hurlaient sur l'asphalte. Lucie a basculé en avant quand j'ai tiré le volant à droite. On a quitté la route en fracassant les cônes oranges. L'accotement était en gravier et terre. La voiture rebondissait violemment, dérapant. Les airbags ont explosé. Du tissu blanc m'a frappé le visage, m'assommant. J'avais mal à la poitrine. Ma jambe était en feu, mais j'étais vivante. Lucie criait aussi. Le cutter avait volé de ses mains dans l'impact. J'ai repoussé l'airbag qui se dégonflait, tâtonné ma ceinture et me suis jeté hors de la voiture. Ma jambe a lâché et je suis tombé, mais j'entendais des voix. Quelqu'un avait vu l'accident. J'ai crié à l'aide alors que 2 gars arrivaient en courant d'un camion. Derrière moi, j'ai entendu ma portière s'ouvrir, puis des pas sur le gravier. Je me suis retourné et l'ai vu là, du sang sur le visage à cause de l'airbag fixant les hommes qui approchaient. Pendant une seconde, elle m'a regardé droit dans les yeux. Puis, elle s'est retournée et a couru dans l'obscurité au-delà des lumières de chantier. Les gars m'ont rejoint. L'un était déjà au téléphone, appelant le 911. L'autre a appuyé quelque chose contre ma jambe pour arrêter le saignement. Ils ont demandé ce qui s'était passé et qui c'était. Je ne pouvais pas répondre. Je tremblais trop fort. Les flics ont retrouvé sa chaussure dans ma voiture plus tard. Les tests ont révélé que ce n'était pas du sang animal comme elle l'avait prétendu. C'était du sang humain. Groupe B positif. Ils essaient toujours de le relier à une victime pour savoir qui elle était et où elle est allée. J'ai eu besoin de 18 points de suture à la jambe et je boite quand il pleut. Je ne m'arrête plus pour les autostoppeurs ni pour personne sur le bord de la route, peu importe leur air désespéré ou ma culpabilité. Parce que maintenant, je sais que parfois, ceux qui semblent avoir le plus besoin d'aide sont ceux qu'il faut fuir et que la gentillesse peut vous tuer. Je suis parti vers minuit après que papa m'ait encore lancé une assiette. Elle a raté, mais l'explosion de céramique contre le mur m'a tout dit. J'ai regardé ma mère, évanouie sur le canapé avec une bouteille de pilule vide sur la poitrine. J'ai attrapé mon sac à dos et quitté l'endroit que j'appelais chez moi. J'avais 15 ans, nulle part où aller sauf chez Marcus, mon meilleur ami, qui vivait à 65 km au nord, et m'avait promis de m'héberger quand mes parents laissaient leur addiction effacer ce qui restait d'affection parentale. Ce soir-là, j'avais décidé d'accepter, mais le problème était d'y arriver avec 7 $ en poche et un téléphone mort. J'ai marché 2 heures jusqu'à atteindre l'autoroute. C'était un de ces tronçons déserts où on pouvait rester au milieu sans voir âme qui vive pendant 10 minutes. Quand j'ai enfin vu des phares, mon cœur a bondi. J'ai levé le pouce, mais le camion a ralenti avant même de m'atteindre. Le gars baissa la vitre et sourit. « Besoin d'un lift, gamin ?» J'ai hoché la tête et lui ai dit que j'allais vers le nord. Il déverrouilla la portière sans me quitter des yeux. Le gars avait l'air d'avoir 40 ans.
Il était rasé de près et portait un sweat gris qui semblait trop cher pour quelqu'un conduisant un vieux camion à minuit. « Merci. » J'ai souri en montant. Le camion sentait le café et un produit chimique qui me brûlait la gorge. Le gars s'est présenté comme Carl alors qu'on reprenait l'autoroute. Pendant les premières minutes, c'était calme, mais je sentais son regard sur moi. « Nuit difficile, hein? Quoi, tu fugues de chez toi? » Je pouvais le voir. J'en ai ramassé pas mal des fugueurs au fil des ans. Il rit en ajustant le rétro pour mieux me voir. Je suis resté silencieux. Il claqua la langue et demanda « Alors, quel âge as-tu, Jonah ?»« 18. » J'ai menti. Il éclata de rire, marmonnant un truc condescendant avant de me dire qu'il savait que je mentais et que je faisais pas plus de 15 ans. J'ai senti mon estomac se nouer. Il s'est moqué de moi. Parfait. Il a prononcé le mot lentement, comme s'il le savourait. C'est l'âge parfait. Sa façon de le dire m'a donné la chair de poule. Je l'observais du coin de l'œil. Il tambourinait sur le volant avec un rythme bizarre. Ma gorge se desséchait. « T'es, malade? T'as des allergies ou des problèmes médicaux ?» Son ton était décontracté, mais il y avait quelque chose dessous qui semblait avide. J'ai secoué la tête. « Bien, bien. » Il hocha la tête. « Quelqu'un sait que t'es là? » J'ai menti en disant qu'un ami m'attendait et appellerait les flics si je venais pas. Carl m'a regardé et pour la première fois, son sourire a disparu. Il a demandé à quelle heure. 1h du matin, j'ai répondu. Il a vérifié l'horloge du tableau de bord. Il était 12h. Le sourire est revenu, mais différent maintenant. Largement le temps. On a dépassé un panneau pour la route 47, mais Carl a pas ralenti. Au contraire, il a accéléré quand je lui ai dit que c'était ma sortie. Je connais un meilleur chemin. Soudain, sa voix avait perdu ce ton amical. J'ai dit qu'il me fallait cette sortie, mais Carl a à peine réagi. Il n'a fait qu'accélérer. La panique a commencé à monter. Mon cœur battait la chamade quand j'ai attrapé la poignée et tiré, mais rien. J'ai réessayé, en tirant plus fort. La poignée a bougé, mais la porte est restée fermée. La main de Carl a jailli et a attrapé mon poignet. Sa prise était glaciale. « Fais pas ça. » La poignée est cassée de l'intérieur. Il a lâché prise, mais a gardé les yeux sur moi trop longtemps avant de regarder la route. J'ai demandé où on allait. Quelque part où personne cherche les gamins en fuite. Il a fait un clin d'œil et a recommencé à tapoter du doigt. Mes mains tremblaient. Je transpirais malgré l'air froid. Je me suis essuyé le front avec ma manche. Et c'est là que Carl a vu la cicatrice sur mon avant-bras, épaisse et rose, du poignet au coude. Tout le corps de Carl s'est raidi. Il a freiné si brutalement que j'ai été projeté en avant. Il s'est rabattu sur le bas-côté. Ses yeux étaient rivés sur mon bras, et il avait soudain l'air furieux. C'est quoi ce bordel? Je lui ai dit que c'était une cicatrice d'une clôture escaladée pour fuir des types qui m'avaient sauté dessus. Quand? Il y a combien de temps? Il y a 3 semaines, j'ai répondu. Il est resté là, respirant par le nez, les tapotements s'accélérant. Sa mâchoire serrée. Finalement, il est sorti, a fait le tour, et la porte s'est ouverte de l'extérieur. Sors. La peur m'avait figé. Il m'a attrapé le bras et m'a tiré sur le gravier. J'ai trébuché et failli tomber. Il se tenait au-dessus de moi, le visage tordu de dégoût. Ils veulent des enfants propres, parfaits, sans cicatrices. Tu te rends compte du temps que j'ai perdu avec toi? Son pied a jailli et m'a frappé dans le tibia. J'ai gémi et me suis plié en deux alors qu'il remontait dans le camion et démarrait en trombe, projetant du gravier. J'ai regardé les feux arrière disparaître sur l'autoroute jusqu'à ce qu'il ne reste que l'obscurité et le bruit de ma propre respiration. Je suis resté là, essayant de digérer ce qui venait de se passer, essayant de ne pas penser à ce qui serait arrivé sans cette cicatrice. Il m'a fallu 3 heures pour boiter jusqu'à une station-service. Marcus est venu me chercher.
Je ne lui ai jamais dit ce qui s'était passé. J'ai 17 ans maintenant et je vis avec la famille de Marcus. Je n'ai jamais parlé à personne de cette nuit-là, mais je pense à Karl et à la façon dont il m'a regardé comme de la marchandise. Aux enfants qui sont montés dans ce camion et qui étaient parfaits. Et je me demande combien d'entre eux sont encore en vie.